Good afternoon, everyone. Bonjour, bienvenue à cette session de travail sur les résultats du bilan 2021 des ISC. Nous avons le plaisir d'accueillir Enar Gorissen, directeur général de l'IDI, et avec lui, nous allons essayer d'étudier, d'examiner davantage les résultats justement de ce bilan, de ce rapport 2021. Après les présentations des résultats, il y aura des discussions de groupe sur la manière dont nous pouvons envisager l'avenir, que faire de ces résultats ensemble, entre les bailleurs de fonds, les différents acteurs également, pour améliorer l'accompagnement des ISC et leur renforcement de capacité. Alors, je pense que nous avons une petite présentation qui pourrait être affichée à l'écran maintenant. Présentation, comme vous le voyez, qui se base d'abord sur, d'après l'ordre du jour, la présentation. Ensuite, nous procéderons à des discussions de groupe et nous nous retrouverons après en plénière pour dégager les pistes d'avenir. Sans plus attendre, je cède la parole à Enar Gorissen qui va vous présenter les résultats du rapport. Sorry about the technical glitches here. Bonjour à tous, quelques petites difficultés techniques de notre côté. Certains d'entre vous avaient déjà trouvé les résultats, donc ce sera peut-être une possibilité de réfléchir davantage ou bien de prendre une petite tasse de café et de revenir un petit peu plus tard. Lorsque l'on parle des objectifs, on peut commencer peut-être par cela. Alors, ce rapport a été introduit dans la coopération entre bailleurs de fonds et les ISC en 2010. Ceci est la 4e édition de ce bilan qui a évolué, bien évidemment, pose des questions, couvre énormément de domaines. L'objectif principal reste le même. Bien évidemment, il s'agit évidemment d'assurer ou de donner une idée des résultats, des défis ainsi que des opportunités pour les ISC au niveau mondial, mais également dans les différentes régions et organisations régionales. À son tour, ceci peut être utilisé pour informer ou pour détailler des objectifs stratégiques pour les Intosai et les régions, représenter la base également de domaines de recherche supplémentaires sur des domaines qui posent problème aux ISC, influencer également la manière dont on peut accompagner leur renforcement de capacité. La source principale de ce bilan se base sur l'enquête mondiale sur les Intosai, où toutes les ISC ont eu la possibilité de donner des réponses sur toute une série de questions. Tout ceci a été conçu par le biais d'un processus qui a été revu par le Comité mondial d'enquête. Nous avons donc développé et mis en place cette enquête mondiale, et le Covid-19 a frappé l'ensemble du monde entier. Nous savons tous, bien évidemment, quel a été l'effet très spectaculaire sur les ISC ainsi que le résultat. Une décision toutefois a été prise de limiter, de maintenir l'enquête pour couvrir la période 2017-2020 afin de pouvoir éventuellement procéder à une analyse plus en détail sur la manière dont la communauté des ISC ont été touchées par la pandémie à moyen et long terme. Malgré les effets de la pandémie, de très nombreux ISC ont continué à fonctionner depuis les domiciles. Toutefois, nous avons réussi à obtenir un très fort taux de réponse. Et ici, j'aimerais vraiment remercier toutes les organisations régionales Intosai pour leur soutien absolument extraordinaire. Alors, cette enquête mondiale est bien évidemment basée sur des évaluations qui sont fournies elles-mêmes par les ISC, ce qui a évidemment également son lot de faiblesses, ce qui amène son lot de faiblesses par rapport à l'information suffisamment fiable. Il peut y avoir effectivement des exemples où on rend les choses un petit peu mieux qu'elles ne le sont dans la réalité, là où l'enquête également peut avoir un accès limité à l'information dans toute une série de domaines. Il semblerait qu'il
il y ait toutefois toute une série de réponses qui soient données par les ISC. Le rapport est divisé en toute une série de chapitres qui évaluent les résultats des ISC en termes d'indépendance, de gouvernance, professionnalisation et ressources humaines, gestion des acteurs et communication, renforcement de capacité, ainsi qu'issues questions transverses, telles que la question des genres, de l'intégration, de la transition numérique. Il y a un chapitre également qui porte sur les organisations régionales. Ensuite, nous avons bien évidemment travaillé sur base de sources. Alors, évidemment, les ISC sont de par le monde organisés selon différents modèles institutionnels. Alors, on se rend compte qu'il y a un modèle relativement stable qui fait partie de l'organisation du pays en fonction des réponses apportées à l'enquête. La majorité des ISC, environ 68%, sont organisés sur base du modèle parlementaire avec un conseil ou un chef à la tête de ce conseil. 18% de ces ISC nous disent suivre le modèle juridictionnel, 11% font partie de la branche exécutive, ce qui évidemment est une véritable source d'inquiétude par rapport à l'importance de l'indépendance des ISC vis-à-vis de l'exécutif. Comme on le voit, certains modèles sont plus courus dans certaines régions, comme l'Afro-Saï, où vous avez des modèles plutôt parlementaires dans la région des Caraïbes ou arabes. Le modèle juridictionnel, lui, est plus prévalent dans le CREFIAF notamment. Ceci étant dit, toutes les ISC nous disent notamment qu'elles ont besoin d'un accès suffisant aux ressources, notamment financières et ressources humaines. En répondant à cette enquête, seuls 52% des ISC rapportent globalement qu'elles disposent de ressources financières suffisantes pour accomplir leur mandat. Et il n'est pas surprenant de constater que les ISC de pays à faible revenu sont moins ou risquent moins d'obtenir les ressources appropriées. Les ISC de Euroside, d'Amérique du Nord et l'Azoside nous disent disposer de suffisamment de ressources, tandis que les ISC des régions CREFIAF, AfroSaï et OLACEF nous disent qu'elles sont largement sous-financées. Quand on parle de ressources humaines, 70% des ISC nous disent en fait qu'elles n'ont pas suffisamment de ressources humaines en termes soit d'effectifs ou en termes de compétences. Mais les ISC ne vivent pas dans une tour complètement isolée. Leur résultat, leur efficacité également dépend largement de l'environnement dans lequel elles opèrent. Il est évident que dans n'importe quel... Elles font partie, si vous voulez, du système de contrôle démocratique et tel que c'est mentionné, la plupart rapportent évidemment ou dépendent du Parlement. Il est clair également que, et on le voit, que dans le monde, il y a un véritable recul démocratique. Si vous lisez l'indice de démocratie de l'économiste 2020, environ la moitié, 49,4% de la population mondiale vit dans une démocratie, plus ou moins une démocratie, et moins de personnes vivent encore dans une démocratie pleine. L'indice Freedom House conclut qu'en 2020, on a assisté à la 15e année consécutive de recul de la liberté mondiale. L'indice CPI de 2020 fait état également de la corruption qui évidemment mine également la démocratie. La plupart des pays ont finalement n'ont pas avancé largement dans la lutte contre la corruption. On y voit également là une corrélation claire en termes de recul démocratique, mais également de résultats et d'efficacité des ISC. En 2017, le rapport, le bilan avait attiré suffisamment l'attention sur l'indépendance des ISC et des initiatives ont été prises par les bailleurs de fonds, Elitoussaï comme la Banque mondiale, afin effectivement de mettre l'indépendance des ISC largement en haut de l'agenda. Une équipe a été même dédiée
à travailler sur ces questions. Malgré tous ces efforts, nous assistons à une tendance continue de la réduction de l'indépendance ou du recul de l'indépendance des ISC, même si ce n'est pas au même rythme qu'entre 2014 et 2017. Toutefois, il est important de se souvenir que ceci reflète la situation pré-pandémique et je pense qu'il est tout à fait clair que l'on peut se baser sur l'hypothèse que c'est une information que nous avons reçue de l'IDI, que ces soucis, évidemment, n'ont fait que s'aggraver de manière générale. Les ISC de l'Amérique du Nord, Eurosai et Assosai, indiquent que les ISC bénéficient d'une certaine, de toute l'indépendance. Toutefois, il y a encore des soucis dans la zone CREFIAF Arabosai, et évidemment, il est évident que l'exécutif peut parfois avoir un objectif, poursuivre un objectif très différent d'un bureau de vérification indépendant. La déclaration de Mexico se base sur 8 principes. Malheureusement, nous observons finalement que 7 sur 8 principes, à l'exception de 2, posent quelques problèmes. Il y a effectivement une diminution sur le principe 7 liée à l'existence d'un mécanisme de suivi efficace sur les rapports des ISC. Autre conclusion relativement inquiétante qui m'a surpris, qui est liée au développement, à l'évolution liée au principe numéro 4 d'accès à l'information. Dans l'enquête, seuls 44% des ISC nous disent qu'elles peuvent avoir un accès libre, sans contrainte et approprié à tous les documents et toutes les informations nécessaires pour s'assurer de la décharge de leurs responsabilités statutaires. C'est un recul de 70% par rapport à un accès, un recul jusqu'à 70% par rapport à l'accès complet en 2017. Dans certains pays, on a un accès beaucoup plus facile que dans d'autres. Au niveau régional, les ISC de la Rabousaï et Olafsef sont ces ISC qui se heurtent le plus à des obstacles en matière d'accès à l'information. Sur le principe 8, qui concerne l'indépendance financière, managériale et administrative, les ISC d'Arabousaï et de la zone CREFIAF sont celles qui connaissent le plus de problèmes. Les défis sont évidemment très différents en termes de caractéristiques. Parfois, c'est lié au système même du pays en termes d'indépendance financière. Le nombre d'ISC qui nous ont parlé d'interférences principales dans l'exécution de leur budget reste très élevé à 40%. Les ISC font également face à des problèmes important en matière d'autonomie, en matière également de recrutement des effectifs. Seuls 63% des ISC font état d'une certaine indépendance de l'exécutif par rapport au RH et sur cette recrutement des effectifs. Et sur cette note extrêmement rapide, je cède la parole à Camilla. Merci, Einar. Je vais maintenant vous parler de gouvernance des ISC. Le rapport nous indique que les ISC ont la possibilité d'être plus transparentes dans leurs propres activités. On se rend compte également que les ISC ont la possibilité d'intégrer davantage des questions transverses dans leur gestion stratégique, notamment elles peuvent s'occuper davantage de numérique et garantir une meilleure réponse à la question des genres. Les ISC pourraient davantage également se concentrer sur la professionnalisation, ce qui est évidemment une question RH, éminemment RH. Si je passe maintenant au détail de tout ceci, il est tout à fait positif de constater que quasiment toutes les ISC disposent d'une stratégie et d'un plan stratégique. Par rapport à 2010 et par rapport au premier bilan, ce sont là les chiffres que vous voyez à l'écran. Plus de 79% de ces ISC rendent public leur stratégie et là, c'est une énorme augmentation par rapport au dernier bilan. Toutefois, lorsqu'on parle d'état d'avancement et de communication sur la progression par rapport à leurs objectifs stratégiques, 57% de ces ISC le font, ce qui veut dire qu'il y a là peut-être un souci de communication par rapport à l'évaluation en interne de leur progression.
Ceci étant dit, le numérique offre des opportunités. Nous avons posé la question aux ISC de savoir si elles disposaient d'une stratégie en matière de numérique, et seule la moitié de ces ISC nous l'ont confirmé. Nous voyons également que lorsqu'on parle de numérique, et pas uniquement dans les organisations, quand on parle effectivement aussi de numérique dans le travail de vérification et d'audit, c'est là où on voit également que le numérique est également touché par les informations de ceux qui sont audités, et il faut que cette information soit disponible sous format numérique, bien évidemment. On l'a vu, la pandémie a touché bien évidemment les ISC également, notamment il y a eu un impact dans le numérique et le passage au numérique. Autre question qui concerne les ISC, c'est par rapport à la réponse à apporter, par rapport à tout le débat qui porte sur les genres. On a l'un dans l'autre une moitié d'hommes et de femmes dans la composition des ISC. Mais cet équilibre entre hommes et femmes ne se reflète pas, notamment dans la direction et dans les postes occupés à la tête des ISC. Par rapport à l'égalité des genres et aux objectifs fixés en la matière, seul un tiers des ISC ont des objectifs en matière d'égalité des genres. C'est l'AFROSAI et le CREFIAF qui sont vraiment qui sont à la pointe de ces questions. Quand on parle d'informations d'informations liées à la question des genres, seuls 10% en fait des ISC ont utilisé une analyse de la composition de leurs ressources humaines pour alimenter le plan stratégique. Donc, question des genres, question des genres importante pour le travail des ISC et pour le travail d'audit. Les mesures en matière de performance et de reddition des comptes ne sont pas très transparentes. Seuls 70% en fait des ISC produisent un bilan financier. Bilan financier soumis à un vérificateur externe. Elles sont peu, et encore moins à publier en externe leurs résultats et les résultats de ces vérifications au compte. En termes d'évaluation des résultats et des performances, il y a un petit nombre en recul d'ISC qui effectuent ce type-là d'évaluation, qui partagent le résultat de ces évaluations avec les autres acteurs et les bailleurs de fonds. Seules quelques-unes de ces ISC publient en externe ces résultats. Troisième point, toujours dans la gouvernance, et que je voulais mentionner par rapport à la gouvernance des ISC, il y a un véritable besoin d'adopter des stratégies RH plus efficaces et plus liées surtout à la professionnalisation de cette branche. Quand on parle de RH et de professionnalisation, même si de très nombreux ISC se heurtent à un problème d'indépendance financière administrative, notamment, elle se heurte à un autre problème qui est le problème de la professionnalisation, finalement, des ressources humaines. Pourquoi? Parce que le personnel étant l'actif le plus important de l'ISC, on se rend compte que 70% se plaignent de ne pas avoir suffisamment d'effectifs, finalement, pour effectuer leur mission. Donc, outre la qualité, il y a aussi un problème de quantité, ce qui touche évidemment la gouvernance des ISC et qui rend la chose encore plus compliquée. Toutefois, on se rend compte également que plus de 30% des ISC ne disposent pas d'un cadre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas véritablement identifié les compétences nécessaires à l'exercice du travail
ni en termes de compétences, ni en termes de ressources. Et dès qu'il y a un cadre de compétences qui a été défini, seule la moitié couvre les compétences ou ont trouvé les compétences, trouvent les compétences en fait pour progresser. On se rend compte également que par rapport à la construction des compétences, en général, ils préfèrent le faire en interne. So moving on to the SAI core audit services, this is of course related to what we Bien, en ce qui concerne les services principaux d'audit, on peut dire par rapport à cela, c'est que l'adoption ISAI est en augmentation, la mise en œuvre des ISAI augmente également. Non, pardon, la mise en œuvre des ISAI prend du retard. Quelle en est la principale raison? Apparemment, ce sera un manque de ressources et de plus en plus de publications de rapports d'audit, mais le problème, c'est que c'est le suivi de ces audits qui n'est pas toujours au rendez-vous. On voit également qu'il y a un besoin de se concentrer plus sur la création d'impact dans les cycles d'audit, y compris l'engagement des parties prenantes. Alors, quelques détails ici. Tout d'abord, 74% des SAI, donc quasi 3/4, sont bien conscients de la transition vers le nouveau cadre professionnel des prononciations. Et SAI ont augmenté leurs ISAI, 86%, pour les 3 principaux piliers au sujet d'audit. Et les SAI dans les pays en développement sont plus à même d'adopter des normes directement. Alors que dans les autres pays, les SAI se basent plus sur les normes nationales en place et essaient de s'aligner par rapport aux ISAI. Comme on l'a dit auparavant, et on voit une légère augmentation d'acceptation des normes ISAI au moment de mettre en œuvre des audits, mais on voit également qu'il y a de grosses différences entre le travail d'audit. Alors, comme on l'a déjà dit, le principal problème, c'est que c'est les ressources, manque de ressources. Il y a des problèmes également quant à la manière dont les SAI organisent le travail. Et on voit une fois de plus que c'est lié à la gestion de la qualité. Et une fois de plus, ce point est vraiment lié au niveau de ressources des SAI. Donc, ce que l'on peut conclure de cela, c'est que la mise en œuvre des SAI est considérée comme quelque chose qui requiert beaucoup de ressources parce qu'il y a différents aspects à prendre en compte et différentes mesures, étapes à franchir. Par ailleurs, on voit que les SAI font moins de suivi systématique. On est passé à une diminution significative de 86 à 105% de SAI qui déclarent avoir un système de suivi. Et cette diminution s'observe dans toutes les régions. Pour ce qui est des différents volets de l'audit, le suivi est plus généralisé pour l'audit de performance, 69%. Et ce suivi est moins établi, en tout cas, pour les contrôles selon le modèle juridictionnel. Alors, l'interprète est désolé, mais là, le son, l'audio n'est vraiment pas suffisant. Il y a un problème de son chez Camilla Fredricksen. Alors, pour terminer,
on voit qu'il y a possible des opportunités de renforcement de la communication pour un impact renforcé. Together, we hope that this can be a way to increase their impact. When we also Donc, on essaie de les principaux obstacles à l'impact et apparemment, c'est lié aux parties prenantes. C'est ce qu'on nous déclare, que les principaux obstacles à cette possibilité d'avoir un impact sont liés aux parties prenantes. On voit également que communication aussi et la participation des parties prenantes dans l'audit de suivi est limitée au-delà des personnes auditées. could be probably strengthened. It's positive though to see that SAIs are planning to develop their capacity when it comes to SAI prévoit de développer leurs capacités en matière de communication avec des parties prenantes au cours de la prochaine période. Ça a augmenté par rapport au nombre de SAI qui ont entrepris cet exercice de développement des capacités en 2017-2019. And with this, I'll hand over again to Voilà, sur ces mots, je rends la parole à Einar. Merci, Camilla. Le prochain domaine concerne la situation en termes de soutien, d'appui au développement des capacités de SAI. De manière générale, on observe une augmentation accrue du niveau de développement des capacités chez les SAI, d'appui au développement des capacités au cours de la dernière décennie. Ça a augmenté de 73% par rapport à la base de développement des capacités des SAI. Ce niveau d'appui a stagné malgré tout et est en chute depuis 2016. Mais cette diminution est légère. On voit également que des projets ont des durées moins longues qu'auparavant et qu'il y a un changement dans l'équilibre de l'appui à partir d'un appui bilatéral vers un plus d'appui au niveau donné par le niveau régional ou mondial. En termes de répartition de l'appui, et les chiffres ici représentent l'appui financier combiné qui a été octroyé à des SAI individuels et aux régions SAI, parallèlement avec la part de l'appui mondial dans le cadre de l'IDI et d'autres prestataires au niveau mondial. Donc, ça montre que AfroSAI reste la région qui reçoit le plus d'appui, ceci suivi de ASOSAI et de l'ACEF. Malgré la faible performance et beaucoup de défis, les SAI de l'ECREFIA ne reçoivent que 5% de l'appui. Intosai a une histoire d'appui de pair à pair, soit au niveau bilatéral. Les SAI ont à plusieurs reprises exprimé leur désir d'un appui de leur pair plutôt que de recourir à des consultants et autres. Donc, les enquêtes mondiales ont demandé qu'on était de leur capacité à donner un appui en tant que partenaire, directeur de projet ou autre. Quelques SAI disent qu'elles font de la capacité, du renforcement de capacité des pairs. Donc, ça semble être un potentiel pour renverser cette tendance. 26 SAI ont répondu qu'elles étaient prêtes à mener un rôle directeur. Il faut remarquer que 28 sur les 26 disent que ceci nécessite un financement extérieur. Mais la grande part de cela vient des pays européens, dont beaucoup ont une longue histoire de prestataires de soutien. On voit qu'il y a donc des prestataires potentiels dans toutes les régions Intosai. C'est également un point qu'on discutera plus tard. En plus, 41 SAI ont déclaré qu'elles sont prêtes à partager, mais non pas à diriger les interventions de développement des capacités. Donc, un grand nombre de SAI soulignent que ceci pourrait être autofinancé. Les prestataires, les SAI prestataires potentiels ont été invités à demander quels étaient les facteurs qu'elles jugent les plus importants au moment de décider s'il faut, oui ou non, fournir un appui. Les 5 paramètres de décision les plus importants sont le domaine dans la mesure, sont la mesure dans laquelle l'appui a été requis et ça dépend également du niveau d'expertise des prestataires.
L'enquête mondiale également pose des questions sur l'expérience des prestataires et des bénéficiaires en termes de facteurs de succès critiques pour l'appui au développement des capacités. L'analyse des réponses montre que du niveau des bénéficiaires, il est essentiel qu'il y ait un engagement de la part du plus haut niveau des SAI et que la SAI bénéficiaire fournisse suffisamment de ressources humaines pour mettre en œuvre le projet d'appui. Une participation générale, l'ensemble du personnel, il faut également garantir que l'appui soit bien articulé au plan stratégique de la SAI. En termes de prestataires d'appui, les personnes sondées ont souligné l'importance de la flexibilité de l'appui et d'une communication effective, de même que le fait d'allouer des ressources suffisantes et d'avoir une planification saine qui comprend une compréhension complète du contexte du pays. Et sur ces mots, je rends la parole à Camille. Thank you, Anna. I'll continue the presentation on capacity development. Merci, Aina. Je vais poursuivre la présentation sur le développement des capacités. Some of the areas in which SAIs have undertaken capacity development efforts in the last period. Alors, parce que les domaines dans lesquels il y a eu du développement des capacités des SAI au cours de la dernière période et ce qui est prévu pour la période à venir. What we can see here is that we also spoke about organizational capacity development. On parle de développement des capacités organisationnelles et également la question du développement professionnel. Tout d'abord, pour ce qui est le développement des capacités d'organisation organisationnelle. What you can see here, apologies, I have a bit. From what you can see here, this is the top 8 topics that SAIs either undertook and are planning to undertake in the lesquels les SAI prévoient de faire du développement de capacités organisationnelles dans la période à venir. Donc, planification stratégique, développement professionnel du personnel. Et donc, ça reste très important, cela, pour les SAI. De même, la moitié des SAI ont entrepris de faire du renforcement de capacités en matière de qualité d'audit et 75% des SAI prévoient de faire cela dans la période à venir. Quand on parle de qualité d'audit et de rapport, de reporting, on voit comment les SAI fichent leurs objectifs, quelle est la couverture qu'elles prévoient. Donc, ça, c'est lié aussi aux aspects organisationnels du développement des capacités. Par ailleurs, la formation professionnelle, 75% prévoient de faire du développement des capacités en matière de formation professionnelle pour la période à venir. Par ailleurs, l'environnement de contrôle organisationnel, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important, et la planification de manière générale. 49% des SAI ont fait du développement de capacité dans la période précédente et 73% prévoient de continuer à faire du développement de capacité pour ce qui est du PMF-SAI. Les barres vertes représentent le leaderat et communication interne. Donc, on voit que ça a été déjà entrepris dans ce domaine-là aussi, en tout cas pour 41% des cas et 61% pour projet. Ensuite, comme vous pouvez le voir, les ressources humaines, c'est un point qui apparaît ici. Alors, on dit que c'est à venir parce que 35% prévoient de faire un type de renforcement de développement des capacités en matière de ressources humaines dans la période future. Et donc, c'est une belle augmentation. Comme on le disait également pour le thème précédent, la communication avec les différentes parties prenantes est quelque chose qui est de plus en plus considéré par les SAI. En ce qui concerne les moyens de communication d'information, les technologies d'information et de communication concernant le hardware et le software, on peut dire par rapport à cela que c'est peut-être plus de la capacité institutionnelle. Vous voyez ici que pour ce qui est l'indépendance et le cadre juridique,
On voit aussi que ça va et ça vient, ça recule et ça avance, ça dépend. Ça montre peut-être que les SAI doivent vraiment continuer à mettre l'accent sur ce point. Pour ce qui est de la gouvernance, on mettra plus l'accent sur la gestion financière, l'actif et les services d'appui, y compris le système de comptabilité des SAI. Et c'est pareil pour la dimension genre, qui sera aussi plus prise en compte. Pour ce qui est du développement des capacités professionnelles, donc la professionnalisation de l'audit, on observe que les thèmes les plus populaires ne sont pas repris ici, en fait. Ce sont les principaux chapitres de l'audit, ça reste très important pour les SAI. Donc, c'est suivi par l'audit financier, l'audit de performance, ça reste très important. Pour les autres types d'audits qui sont d'intérêt également, on voit qu'il y a une augmentation du plan d'intérêt d'enforcement des capacités par rapport à l'endettement ou également par rapport à des programmes d'aide. Et on a trouvé qu'il était intéressant qu'on souligne ici également les levées de taxes et autres revenus. Alors, avant de passer en discussion en sous-groupe, je parlerai encore de ce slide. Est-ce qu'elles ont adopté des bonnes pratiques quand elles étaient bénéficiaires d'initiatives de renforcement de développement des capacités? D'après les réponses obtenues, on voit que la plupart des SAI, d'une certaine manière, font participer leur personnel dans le développement des capacités et leur font prendre les rênes, en quelque sorte. Et presque à chaque fois, l'appui est lié à la taille de la SAI. Et en général, la plupart du temps, c'est les SAI qui déterminent les domaines dans lesquels elles veulent bénéficier d'un appui. C'est une manière de prendre l'initiative, en tout cas au stade initial. Alors, à droite du slide, on voit que seuls 73% disent que la plupart du temps, c'est elles qui ont pris l'initiative de l'appui. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être un accord entre prestataires et bénéficiaires pour que la SAI soit active et décide dans quel domaine elle veut un appui et décide en quelle mesure d'articuler cet appui au plan stratégique. Alors, c'est peut-être lié à une question de capacité ou à l'appropriation de la SAI en matière de développement de capacité. Il veut s'approprier donc ce programme de renforcement de capacité une fois qu'il démarre. Alors, je ne demande pas bien sûr de lire tout ce qui est indiqué sur ce slide, mais pour les SAI qui fournissent un appui, on voit ce qu'il en est de la mise en œuvre des principes de bonne pratique. Bien souvent, en fournissant un appui, 68% disent qu'elles recourent à leur propre personnel. Donc, c'est vraiment un appui par les pairs et elles ont de l'expertise qu'elles peuvent ainsi fournir. Et seuls 4% disent other the peer side where they provide the support. So very few do that. And also, it was interesting to see that. Et donc, c'est intéressant de voir que pour le jumelage, 20% utilisent des dispositions de jumelage par rapport à l'appui qu'elles fournissent à d'autres. Dans d'autres domaines de soutien ou d'appui, 55% nous disent que c'est toujours le côté des récipiendaires qu'il y a évidemment appui. C'est relativement réaliste dans la mesure où parfois
et Enar l'a dit dans sa présentation, il faut qu'il y ait une certaine adéquation entre ce qui est donné et ce qui peut être reçu, évidemment. Nous estimons également que les ISC qui reçoivent l'appui le reçoivent parfois à propos de matières ou de sujets qui ne sont pas les plus importants pour eux et qui arrivent en accompagnement d'autres types de soutien. Alors bien évidemment, ceci ne doit pas faire oublier non plus les besoins du côté des récipiendaires. Enfin, très rapidement, je vais parler du rôle des régions, notamment par rapport au renforcement de capacité, à la représentation des membres. On se rend compte en fait que les régions, que les organisations régionales répondent aux besoins de leurs membres. Elles sont très bien gérées en dépit des ressources limitées dont elles disposent. Elles disposent également d'une certaine gestion stratégique. Maintenant, par rapport à l'appui et au renforcement de capacité, la période qui a été auditée l'a été notamment sur la professionnalisation. Et étant donné que les organisations régionales essayent de répondre aux besoins de leurs membres, leurs axes stratégiques, évidemment, concernent les disciplines d'audit les plus importantes, ainsi que la gestion de la qualité. Il y a également, bien évidemment, 6 sur 10 de ces organisations suivent également les ODD. On en arrive alors à la discussion de groupe à propos de ces résultats. Alors, ce que nous vous proposons maintenant, c'est de travailler en groupe pendant 25 minutes. Vous allez être envoyés dans ces salles de manière aléatoire et on va vous demander de répondre aux 4 questions qui sont affichées là à l'écran. Nous passerons dans les groupes et vous donnerons la question qu'on vous demandera d'aborder. Parce que c'est un petit peu difficile de vous répartir maintenant en groupe de travail avec les questions. Il y a donc 4 questions. Chaque question sera attribuée à un groupe. Premièrement, comment pouvons-nous, chez Intosai et du côté des bailleurs de fonds, inverser la tendance de l'appui qui a quelque peu stagné. Deuxième question, comment garantir une répartition plus égale de l'appui aux ISC au niveau géographique. Il y a peut-être un besoin d'inverser cette tendance ou bien de rendre les choses un peu plus justes. 3, comment mobiliser davantage d'ISC à offrir un certain accompagnement et dans quelle mesure les bailleurs de fonds peuvent-ils apporter leur aide? Et la 4e question, quels sont les domaines les plus importants de renforcement de capacité que vous entrevoyez par rapport à l'avenir? Donc, c'est dans l'intérêt des ISC, bien évidemment, mais dans l'intérêt également des domaines clés, finalement, d'activité. Donc, dans quelle mesure, enfin, où concentrer l'aide à l'avenir? En fait, c'est vraiment cela que recouvre cette question. Voilà, Zinia, Katerina vont donc vous envoyer maintenant dans les différents groupes de travail. Merci Camilla. Combien de groupes? Répartition en combien de groupes? Quelqu'un peut-il me le confirmer? Demande Zinia. Thanks, Camilla. Camilla, can you confirm how many groups you would like? Merci Camilla. Pouvez-vous confirmer le nombre de groupes? Zinia et Katerina, êtes-vous en train de répartir
Oui, oui, je le fais, mais j'ai besoin de savoir du nombre de groupes. Le nombre de groupes, avez-vous une idée? Hey, Lulu. I'm wondering. Everybody was assigned. Yes, Did you hear me when I asked Camilla how many rooms or not? I did. And then I actually noticed she can't hear Oh. you, but I wondered if Anna could. Anyway, Ah. all right. I chatted to her, so that's fine. I'm thinking maybe if you maybe want to go into the rooms and ask the interpreters to come back. Okay, It seems like they are coming back, but they can just leave room. They don't need to leave that meeting. okay, we'll do. Just chat to them maybe on maybe Via not them actually via and not talk because they'll be talking in there. Got it. Sorry about that, Camilla. Can you hear me, Camilla? Sorry, I'm just. Can I go to the different breakouts rooms? I'm going to make you a co-host, Camilla, so that would give you and select which one you want to be. Okay, thanks. All right, you should have the option. You should have the option now to click at more, go to breakouts, breakaway rooms, and then you can just go to one. Otherwise, I can take you there. If it doesn't work. Oh, that's fine. I see that join. I will go there now directly. Okay. Perfect. Thanks, Camilla. Yes, I can hear you. Thank you. Unfortunately, it all automated. No, absolutely. Rather stay. Please stay in this room here. Yes, please. Thank you very much. Excuse me, can you hear me? Yes, I can hear you. Isa, please, can I Yeah. ask you to come back to main room and stay in the main room, all our interpreters? All interpreters are in the main room because Yes, if my please. colleague is in the other room, I need to help her. Okay, No, so everybody in please the main room. back Okay. to main room until they ask us to move. Okay, thanks. Thank you.
Okay, I think it looks like we are all back from the Bien, groups. apparemment, on est tous revenus des discussions en sous-groupe. This part of the session is really about wrapping up and Et donc, cette partie de la session va nous permettre de conclure et de savoir ce que l'on retient, avec quoi on repart suite aux discussions en sous-groupe. Donc, je vais demander au rapporteur du premier groupe de prendre la parole et de nous dire également à quelles questions vous avez répondu dans votre groupe. Oui, merci Camilla. On m'a demandé le rapporteur, donc j'ai volontiers que je le fais. Notre question, nous, concerne le fait que l'appui, le soutien est en stagnation et comment est-ce que on peut renverser cette tendance. Nous sommes deux représentants dans le groupe Akosai, Karosai et Ergosai et également certaines SAI. Eric nous a expliqué que la principale difficulté pour lui et pour les financeurs au niveau mondial et les donateurs aussi, c'est d'arriver à une bonne évaluation de la SAI, de l'ISC, pour qu'elle puisse vraiment comprendre quel est le besoin. Alors, une ISC, une évaluation d'une ISC, que ce soit par un père ou par quelqu'un d'autre, c'est important. Et que le PMF n'est pas disponible pour les donateurs. Et donc, c'est parfois difficile de savoir où attribuer les ressources. Et c'est difficile parfois de savoir comment articuler les besoins que rencontrent les SAI à l'appui prévu, potentiel, et également de définir, parfois difficulté à définir les objectifs de l'appui. Et donc, je ne sais pas si c'est les mots qu'il a utilisés, mais en fait, la chose clé ici, c'est que les SAI soient plus transparentes, qu'elles exposent plus clairement leurs besoins et qu'elles expliquent ce sur quoi leurs besoins sont basés. Parce que les SAI, en fait, expriment facilement leurs besoins, mais c'est parfois difficile pour les donateurs, les bailleurs de fonds, de comprendre sur quoi se basent ces besoins. Ils ont du mal parfois à évaluer ces besoins. Donc, alors certaines SAI disent qu'il n'est pas toujours facile pour elles de faire cela parce qu'elles ne sont pas forcément équipées pour développer un projet qui puisse être ensuite être soumis aux donateurs. Parce que les auditeurs ne sont pas forcément des personnes qui sont habituées à préparer des projets en appliquant les exigences spécifiques de chaque donateur. Ces exigences et ces conditions peuvent varier parfois d'un donateur à l'autre, et donc elles manquent de capacité, elles manquent de ressources à cet égard. Et des entités régionales comme Karosai ou Arabosai sont peut-être à même de pouvoir comprendre les besoins des régions pour que le donateur ait également une vision plus générale, plus globale, plus complète. Et quand on rassemble les besoins au niveau régional ou au niveau mondial, mais quand on le fait au niveau régional, alors on peut aussi du coup centraliser les ressources au niveau régional pour répondre à ces besoins.
Nous avons également parlé de la manière d'obtenir plus d'assistance pour les pays à faible revenu par le jumelage ou par l'assistance par des pairs. UNSAI a mentionné que l'IDI, donc cette initiative, a d'excellents outils, parmi lesquels un guide sur l'audit de performance, ça qu'elle utilise pour aider à ces audits de résultats, de performance. Mais ce qui manque, parce que le guide, il est bon, mais ce qui manque peut-être, c'est le soutien, l'appui pour mettre en œuvre ce qui est prévu dans ce guide ou dans ces principes d'orientation pour les audits de performance. Donc, l'orientation est bonne, les guides sont bons, mais ce qui manque, donc il y a un bon manuel pour l'audit de performance, mais il faut peut-être plus de soutien, d'appui pour pouvoir mettre cela en œuvre. Voilà, c'était juste un exemple que je voulais mentionner. Ensuite, dernière chose. Alors, au sein PMF, bon là, c'était un peu plus complexe, mais il n'est pas obligatoire d'utiliser le PMF SAI. Voilà, on peut utiliser tout autre outil d'évaluation et pas forcément le IPMF. Voilà, j'espère avoir été fidèle à la discussion. Sinon, je demanderai aux participants de mon sous-groupe, bien sûr, d'intervenir pour me compléter si je n'ai pas été complet. Merci. Merci beaucoup, Laurent. On remarque qu'il y a beaucoup d'écarts dans le rapport de ce groupe, enfin beaucoup de choses, et que c'est assez diversifié. On ne peut pas simplement renverser la tendance de la stagnation de l'appui sans envisager de nouvelles manières pour obtenir un appui et peut-être utiliser les ressources différemment. Et ce que vous avez dit en particulier, en fait, c'est deux choses qui m'ont frappée. Tout d'abord, en ce qui concerne la transparence des SAI, donc garder la maison bien en ordre, en bon ordre pour convaincre les donateurs que la SAI mérite un appui, un soutien et savoir exactement par rapport à quoi il y a besoin d'appui. Puis ensuite, vous avez intéressant d'importance à la perspective régionale. Vous pensez que la région sont un outil permettant de répondre à des besoins plus en tant que groupe et donc ainsi les donateurs comprendront que c'est des besoins généraux qui s'appliquent à l'ensemble de la région et que donc du coup ça peut susciter la volonté de donateurs à soutenir toute la région. Ainer, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou je passe directement au rapport suivant? Oui, je vois que Ainer me dit que je peux passer au rapport suivant. Nous allons entendre le rapporteur du groupe 2. Merci, Camilla. Nous donnerons le rapport du deuxième groupe. Je m'appelle Nina Garatsaritsa. On représente la partie de la Géorgie. Et donc, nous, on a répondu à la question concernant un appui plus égalitaire vis-à-vis de tous les SAI. Il y avait 7 participants dans le groupe. Je vais les présenter. Ils vont également contribuer. Il y a Benjamin Idrin de la SAI France, Odion Ngemi du Nigeria, Adrian Gogolan, Catherine Rachali et Suzanne Riley de IDI. Imanchun Naboli de la SAI Algérie et ensuite Fos Njeri du Laos. Donc, on a discuté de cette question d'un appui égal, de l'égalité de l'appui au SAI. Alors,
C'est un thème qui s'applique à toutes les SAI vu la pandémie, vu la COVID-19. Donc, effectivement, un appui structurel pour les technologies de l'information, communication, c'est quelque chose qui s'est avéré essentiel pour chacune des SAI au niveau régional et sous-régional. Ensuite, le collègue de Nigeria nous dit que l'appétit, que les besoins locaux des SAI doivent être pris en compte quand on parle d'un appui pour répondre à leurs besoins. Ensuite, la capacité de consommation des SAI. Donc, l'approche des donateurs, l'approche des SAI doit être prise en considération dans un équilibre. Et puis ensuite, question de plaidoyer, de revendication pour obtenir un appui en matière d'information. Et Laurent Grasse a également mentionné le fait qu'il faut des informations claires, transparentes, et que ces informations claires et transparentes qui doivent être fournies, partagées avec les SAI. Il est important de prendre en considération l'obstacle des langues qui limite les choses, qui empêchent parfois les SAI de faire leurs demandes, leurs propositions à temps, alors que ce sont peut-être les SAI qui ont le plus de besoins. Alors, je vais demander à mes collègues du deuxième groupe d'intervenir également. Ce serait sympa. Benjamin, Camilla, Catherine, oui, merci Nino. Benjamin de UNICEF France. Merci pour ton rapport sur nos discussions. Alors, pendant nos discussions, nous avons également parler de la limite des langues, que posent les langues. Par exemple, pour les SAI francophones de Krefia, par exemple. Et les Krefia, en fait, ne reçoivent que 5% de l'appui en matière de développement des capacités, ce qui est peu, vu le nombre de SAI que Krefia représente. Et donc, surtout par rapport à l'obstacle des langues, ça peut être effectivement lié à l'obstacle des langues, mais peut-être également ce qui concerne le modèle propre des SAI de CREFAI, parce qu'on sait que c'est un modèle juridictionnel qui s'applique. Et donc, du coup, obtenir un appui n'est peut-être pas la chose la plus aisée. Et même lorsque des SAI sont prêtes à soutenir, à apporter leur appui, mais ne connaissent pas bien ce modèle. Et comme on l'a dit, SAI France soutient beaucoup c'est ça, mais ils sont limités également en matière de ressources humaines. Nous rencontrons également des contraintes nous empêchant de soutenir tout le monde, même si on reçoit beaucoup de demandes d'appui. Voilà les deux idées que je voulais simplement ajouter à ton rapport. Peut-être que Suzanne, je crois, également quelques petites choses intéressantes à partager. Voilà, Suzanne, vous voulez prendre la parole? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin. Et merci à tous les efforts qui se sont faits pour soutenir les SAI juridictionnels francophones. Alors, j'ai un point de vue aussi concernant les donateurs. Bien sûr, nous soulignons que toute institution, toute SAI mérite d'être soutenue. Nous sommes également préoccupés par le principe du besoin. Ah, voilà. On devrait apporter un soutien là où c'est nécessaire et sur la base d'un besoin clairement identifié. C'est plus important que le principe qui veut qu'on soutienne tout le monde. Et que pouvons-nous faire? Que devrions-nous faire? Et que peut accepter la SAI? Si on surcharge une institution avec des fonds, des demandes, des exigences, ça ne marchera pas non plus. Donc, il faut trouver un équilibre qu'il faut respecter, pour un équilibre dans les besoins entre ce que
la SAI peut faire par rapport à toutes ces autres priorités aussi. Voilà, merci. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup au groupe 2 pour ces contributions très précieuses. Et vous avez effectivement abordé un peu les mêmes points d'un point de vue différent. En fait, quand il y a la capacité des SAI qui demande un appui, quels sont les besoins essentiels qu'elles ont et peut-être prendre en considération également les capacités à recevoir un appui. Est-ce que les SAI peuvent tout faire si elles obtiennent l'appui nécessaire? Est-ce qu'elles ont des programmes pour cela? Et est-ce que cet appui permet aux SAI de petit à petit d'acquérir des compétences et de recevoir aussi l'appui d'une bonne manière? Alors, c'est bien sûr lié, ou ça peut être lié aux ressources des ISC en région. Je crois que Benjamin lui-même évoquait les modèles et les activités principales de ces modèles. Et la question à se poser est de savoir si les bailleurs de fonds comprennent véritablement les mandats de ces ISC sur base du modèle juridictionnel. Et y a-t-il d'autres moyens d'intégrer le tout sur base des activités des ISC? Y a-t-il moyen de tout intégrer lorsque les objectifs sont fixés au départ d'un point de vue institutionnel, mais quelque peu différemment? C'est effectivement quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, sans oublier l'obstacle linguistique qui peut parfois véritablement faire obstacle à l'appui et à l'octroi d'appui en termes de ressources notamment. Pour le groupe numéro 3, je pense que là, ce groupe-là s'est penché sur la mobilisation de l'accompagnement par les pairs. C'est Anna, je pense, qui va effectuer le rapport au nom du groupe numéro 3. Merci Camilla. J'ai participé aux travaux du groupe numéro 3 et nous avons discuté de la manière dont on peut au mieux mobiliser l'accompagnement par les pairs et trouver des moyens de se faire accompagner également par les bailleurs de fonds. Alors, on n'a pas vraiment discuté de l'accompagnement par les pairs à proprement parler, sachant qu'il s'agit là de l'appui le plus efficace. On a discuté des différentes ISC, de leurs organisations, des ISC qui ont déjà identifié, notamment dans leur stratégie, leurs besoins d'appui. Ils peuvent également fournir, celles qui peuvent également fournir ou ceux qui peuvent également fournir l'appui en termes notamment de ressources. Le Covid a amené son lot de réflexions et l'idée, c'est peut-être de voir aussi comment on peut retourner vers dans quelle mesure on peut utiliser la technologie aussi au sein de ces ISC qui le faisaient déjà avant et qui ont vu cette méthode-là s'amplifier avec la pandémie. Et puis, certaines ISC n'offrent pas d'appui tout simplement parce qu'elles n'ont pas suffisamment de ressources, ni financières, ni en termes de ressources humaines, mais parce que pour ce faire, il faut de l'expertise et une bonne compréhension aussi du contexte dans lequel vous assurez ce développement de capacité. Donc, l'idée, ce n'est pas simplement d'offrir des ressources ou du temps. L'idée, c'est aussi d'avoir une vraie stratégie qui fait partie d'un plan stratégique. Donc, c'est loin d'être chose aisée. Ensuite, nous avons parlé
peut-être de la manière dont là, à ce moment-là, les bailleurs de fonds peuvent intervenir pour aider ces ISC qui ont les bonnes capacités, les ressources et la connaissance. Il faut s'assurer également que la technologie, à la fois, que l'infrastructure soit en place d'un point de vue technologique, notamment, et c'est là où les bailleurs de fonds peuvent intervenir en offrant un appui aux ISC qui en auraient besoin, mais peut-être aussi en offrant une sorte de système central qui permettrait de mettre à disposition les ressources, à disposition des ISC. Donc, essayer de mettre en place un système central, je dirais, pour offrir ces différents appuis à ceux qui en ont besoin. Il y a effectivement pas mal alors de questions qui se posent, notamment en matière technologique, de logiciels, mais il y a un potentiel là qui existe. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre de mon groupe désire intervenir à ce stade. Camilla, Petra ou Dominique, si vous vouliez rajouter quelque chose. Non, je pense que vous avez couvert ce dont nous avons parlé. On a examiné en fait un ensemble de prestataires. Comme vous parliez. Non, Petra, allez-y, allez-y. Non, tout ce que je disais, c'est que dans le passé, en fait, dans les appels à propositions, on demande aux ISC, on en a demandé aux ISC de mentionner leurs besoins. Mais on pourrait demander aux ISC si elles avaient les ressources et si on avait, si vous voulez, un ensemble de ressources mises à disposition, de voir ce que les ISC pourraient faire les unes pour les autres. Et c'est là où j'essayais d'expliquer que les bailleurs de fonds pourraient développer une sorte de fonds, je ne sais pas, qui serait géré en centrale pour les ISC qui précisément se proposeraient d'appuyer le renforcement de capacité pour les pairs. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut de toute façon que ce soit inscrit dans une stratégie. On ne peut pas faire ça au petit bonheur la chance, ça doit faire partie d'un plan stratégique. Et ça, c'est loin d'être chose aisée, c'est ça que je voulais dire. Merci. Merci Anne, Petra, Dominique et les autres membres de ce groupe. C'est une excellente idée d'essayer de mieux de trouver une adéquation entre ce que les bailleurs de fonds, ce qu'on peut s'apporter les uns aux autres, quelle que soit sa position en fait. Et c'est le CBC qui s'occupe notamment de l'examen par les pairs et de l'accompagnement par les pairs. Et on éprouve toujours un peu de difficulté justement à offrir un accompagnement par les pairs, mais pour toutes les raisons qui ont été évoquées, dont la répartition géographique. C'est loin d'être aisé. Il y a également pas mal de rotation de personnel. Et je dirais que faire le bilan de la situation pourrait permettre effectivement d'améliorer l'adéquation entre une demande et une offre d'aide en termes d'expertise, mais de ressources aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Je passe au dernier groupe et c'est Einar qui va nous expliquer ce qui a été discuté. Merci Camilla et merci à chacun d'entre vous pour vos rapports.
Dans le dernier groupe, on parlait justement d'accompagnement par les pairs, et même si on constate en fait un certain recul dans toute une série de projets bilatéraux, il y a pas mal de professions où on peut mobiliser un accompagnement en nature, hein, et c'est plus facile de mobiliser ce type-là de soutien parfois aussi. Alors, avant la pandémie, c'était beaucoup plus facile effectivement de se rencontrer en présentiel, tandis que lorsqu'on est chez soi et on procède à des audits, ça devient beaucoup plus compliqué. Maintenant, par rapport aux discussions dans notre groupe, donc on a parlé des domaines plus fondamentaux qui pourraient concentrer l'appui. Le groupe était petit, mais très actif. Et les discussions très productives. Je retiens quelques éléments. Un, et c'est très clair, c'est en termes de logiciels, d'informatique et de travail à distance, où on a mentionné toute l'importance de ce chantier-là. Les collègues disaient également que l'environnement de travail est important. De très nombreux ISC ont travaillé maintenant depuis un an et demi, depuis le domicile, avec son lot de soucis également, puisqu'on est loin des collègues, on est loin des collaborateurs. C'est vrai pour l'Afro-Saï, notamment, qui s'est préoccupé bien évidemment aussi du bien-être des collaborateurs, tout en s'assurant d'une bonne connexion technologique. Alors, pas mal d'arriérés également à cause de la pandémie en termes d'audit, hein, et pas mal d'ISC également qui ont dû adopter une approche beaucoup plus basée sur le risque afin de gérer ces problèmes d'arriérés. Alors, l'indépendance, la question de l'indépendance avec deux angles assez intéressants. Un, dans quelle mesure les ISC arrivent à communiquer avec l'exécutif, toujours dans un cadre d'indépendance. D'un côté en disant voilà nos revendications, voilà nos exigences et c'est comme ça. D'autres adoptent un dialogue plus stratégique, plus constructif, qui est probablement plus concluant aussi hein, avec l'exécutif. Là aussi, la pandémie a rendu les choses d'avant beaucoup plus compliquées parce que toutes les discussions un peu plus délicates. On a également soulevé la question de la réalité virtuelle, de rassembler des professionnels, la formation professionnelle de l'IDI pour de très nombreux professionnels. C'est important. L'interaction a été maintenue. Nous avons également discuté de cette nouvelle normalité et de ce que cela recouvre pour les ISC, qui très souvent sont vus comme des organes et des institutions très bureaucratiques, qui travaillent de la même manière depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais cette nouvelle normalité requiert des ISC davantage d'agilité, de souplesse dans l'environnement dans lequel ils évoluent. Et à nouveau, ceci recouvre un lien avec la stratégie. Enfin, on a soulevé la question, notamment dans la boîte de discussion, sur la formation des formateurs, s'assurant qu'il faut effectivement qu'il y ait formation de formateurs pour mener un effet démultiplicateur. Voilà. Si un de mes collègues désire ajouter quelque chose, c'est le moment. Non. Ce n'est pas le cas. Merci, Einar. Voilà. Tout le groupe est très calme. Merci à tous d'avoir soulevé toutes ces questions par rapport à l'appui et à l'avenir de l'accompagnement aussi aux ISC. Toute une série de commentaires ont été faits et qui sont importants.
pour les organisations que sont les ISC. Il faut trouver un équilibre entre l'arriéré à évacuer tout en continuant le travail de vérification et de contrôle, mais pas au détriment non plus des collaborateurs, puisque je pense qu'il faut continuer à permettre aux collaborateurs d'évoluer professionnellement et de progresser au niveau individuel, au niveau personnel. On le disait, hein, les collaborateurs, je ne sais plus qui le disait, mais les collaborateurs sont vraiment la richesse des ISC. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. On parle également de professionnalisation. C'est important, effectivement, c'est important parce que ça permet aussi de mieux comprendre ce qui est attendu en manière de normes internationales régissant les ISC. Je crois que on sait qu'il est très important de s'entendre sur ce que nous comprenons justement par normes internationales et donc de réduire l'écart qui pourrait se faire entre certains. Vous avez également parlé de la nouvelle normalité à laquelle il faut répondre. Oui, effectivement, je pense que ça, c'est quelque chose que nous allons devoir tous intégrer. C'est ce qu'on trouve aussi dans certains résultats, disant que qu'on est peut-être un peu lent parfois. Le renforcement de capacité aussi permet peut-être de créer de nouvelles voies pour progresser, pour avancer dans la profession. Je vous remercie. Je pense que vous avez vraiment évoqué les points principaux, même si cela vaut la peine peut-être de continuer dans les détails. Et avant de terminer complètement notre session ici, je voulais savoir si vous vouliez encore rajouter quelque chose. Je crois que dans la présentation, on peut dire qu'il y a des domaines dans lesquels on a progressé, d'autres qui restent encore très problématiques. Et pour moi, ce n'est pas forcément le renforcement de capacité ou l'accompagnement, l'appui, c'est vraiment l'environnement dans lequel évoluent les ISC qui reste le plus problématique. Il va falloir encore mener des recherches, mais les niveaux de démocratie, le degré, de démocratie, les liens avec les autorités aussi représentent parfois des obstacles. Alors, et là, c'est compliqué, c'est pour nous, mais cela montre également l'importance de la proactivité des ISC à montrer qu'elles peuvent jouer un rôle proactif en termes de gouvernance par rapport à elles-mêmes, Ça me semble très important. Beaucoup de travail. Comme je le disais, beaucoup de travail, on a énormément de chance de voir autant d'ISC offrir un accompagnement des pairs, de bailleurs de fonds qui sont là également pour appuyer les ISC. Voilà, il suffit de continuer et essayer de s'assurer qu'il y a amélioration dans ces domaines critiques. Thank you so much, Einar, Merci beaucoup, Einar, pour cette conclusion. Merci à toutes les personnes ayant participé. Merci de votre participation active. On a parlé d'agilité, de souplesse. On avait un peu peur de la manière dont les discussions sur groupe allaient se passer, mais finalement, ça s'est bien passé. En tout cas, vu tout ce que les rapports que vous avez faits, ça nous fait dire que ça s'est bien passé. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci une fois de plus à les interprètes qui font un très bon travail. Et ne ratez pas notre session sur une amélioration de la coordination vendredi prochain, vendredi de cette semaine. Et bon après-midi, bonne fin de matinée, bonne fin de soirée, selon l'endroit du monde où vous vous trouvez. Merci, au revoir. Bye. Thanks, everybody. It was a good session. Goodbye.